Alors, on va commencer ce webinaire. Donc, je laisse la parole à Quentin, qui est notre responsable commercial chez Interop, et à Louis-Nicolas de chez ACL. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinar. C'est un réel plaisir de pouvoir vous retrouver tous les mois pour pouvoir évoquer différentes thématiques que l'on aborde avec Interop, et surtout ce mois-ci de pouvoir faire témoigner l'un de nos clients, Louis-Nicolas de l'Automobile Club du Luxembourg, qui est responsable qualité. Qui a accepté très gentiment de témoigner parce que Interop a été mis en place, et je laisserai Louis-Nicolas nous en parler plus en détail. Interop a été mis en place depuis moins d'un an à l'Automobile Club et a déjà commencé à apporter pas mal de valeurs ajoutées et des nouveaux questionnements, des nouveaux éléments qui leur permettent d'avancer sur justement le traitement de leurs réclamations clients, entre autres, étant donné que c'est le premier processus que l'on a mis ensemble à l'Automobile Club du Luxembourg. Je vais donc te laisser la parole, Louis-Nicolas, pour une petite demi-heure de présentation. Bien entendu, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Oriane s'occupera justement de les redispatcher à la fin pour pouvoir les poser soit à Louis-Nicolas, soit à moi-même et que nous puissions y répondre. Bien entendu, certains parmi vous ont peut-être déjà ce type de processus mis en œuvre ou y pensent, donc ça peut être aussi l'occasion de discuter des avantages que Interop a pu apporter, des freins et des potentiels leviers qu'il a fallu mettre en œuvre pour pouvoir mettre en place ce type de processus pour simplifier la gestion des réclamations clients. Louis-Nicolas, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, merci de vous joindre à ce webinaire. C'est un grand plaisir que l'Automobile Club répond à l'invitation d'Iterop sur la présentation de cette étude de cas, plus précisément sur les réclamations. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vais échanger avec vous durant cette heure. Donc, au début de cette heure, je vais faire une présentation un peu formelle au niveau des différentes étapes de mise en place du processus réclamation et également du partenariat avec Interop. Et ensuite, on ira voir sur Interop. Entre-temps, vous pourrez, à la suite de ma présentation, poser quelques questions peut-être. On verra avec les organisateurs. Et ensuite, je vous montrerai en réel sur nos instances d'Iterop en ligne à quoi ça ressemble concrètement. Donc, au niveau de ma présentation, je vous présenterai rapidement le contexte de mon organisation. Pourquoi on a fait appel à Interop, le projet BPM dans sa globalité, comment on l'a accompagné entre les équipes de l'ACL et les équipes d'Iterop. Également, un point important pour nous, ça a été la conduite du changement au sein de l'ACL. On est passé d'un modèle, entre guillemets, Excel, outil Office à un outil intégré SaaS complètement en ligne. Donc, il a fallu accompagner à la fois nos collaborateurs, mais aussi tous nos parties prenantes à ce processus de réclamation. On verra le cas du processus de réclamation et les premiers retours qu'on peut aujourd'hui, un peu moins d'un an après la mise en place, vous faire. Donc, le contexte, l'Automobile Club du Luxembourg, donc on est une organisation luxembourgeoise. On a été fondé en 1932 et on compte aujourd'hui 195 000 membres à travers tout le pays. Donc, ça, c'est pour la partie, on va dire, B2C. On a aussi une partie B2B où on va travailler pour des grandes organisations de leasing, des grands assureurs. Notre cœur de métier, c'est l'assistance, venir en aide à nos clients. C'est une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au niveau de la mobilité, mais aussi au niveau d'autres types de prestations comme l'habitation. On effectue aussi des conseils neutres pour nos clients. On a un certain nombre d'avantages à proposer à nos clients et d'autant de services autour de la mobilité individuelle et sur mesure. En 2020, on était une équipe de 179 collaborateurs à peu près. On est également, pour vous situer le contexte, certifié ISO 9001 depuis maintenant une dizaine d'années. On a été le premier automobile club au monde à être certifié sur l'ensemble de ces processus. Donc, l'ensemble de nos process au sein de l'organisation sont certifiés. Et depuis début janvier 2022, on est membre aussi, pour ceux qui connaissent, de l'AMARC, c'est l'Association pour le management de la réclamation client.
Donc là, vous avez une représentation très succincte de l'ensemble de types de prestations sur Luxembourg. Donc, on fait des conseils, on fait de l'assistance, on a des activités autour du sport, des activités autour des diagnostics, un panel de processus, entre guillemets, très large. Et dans ce panel-là, il y a eu la question de gérer tous les processus, et notamment beaucoup de processus transversaux, hein. On a des services établis au sein de notre organisation pour toutes ces prestations et des services communs comme la comptabilité, la qualité, etc. Et des processus qui viennent venir s'inscrire en lien avec ces différents services. Donc là, pour vous situer encore le contexte, on réalise à peu près sur Luxembourg 40 000 interventions. Donc on a une force opérationnelle pour réaliser les interventions sur Luxembourg. Et aussi, on a une force opérationnelle à travers des partenariats européens au niveau de l'assistance en Europe. Et là, vous avez aussi nos chiffres opérationnels sur d'autres catégories de prestations comme la location de véhicules au Luxembourg, dans le monde ou tout type de prestations. Donc, pourquoi avoir fait appel à Iterop? On a présenté, et je vous montre tel quel, au comité de direction en mai 2021, le besoin d'une tool. Hein. Ce n'était pas seulement pour le processus réclamation, mais pour l'ensemble de certains flux. On avait une importante documentation et de nombreux flux. Souvent, c'est les travers de la certification ISO 9001. On documente énormément et une des questions, c'est faire vivre les processus. On avait une nécessité de maîtrise et suivre les standards. On avait beaucoup de standards, mais il fallait les faire vivre à travers les différents outils qu'on avait et aussi les faire vivre à travers les différents services. On voulait réduire les activités à faible et à non valeur ajoutée, donc tout ce qui est temps d'attente, perte surtout au niveau des services, au niveau des boîtes mail, au niveau des temps d'attente de réponse. Il nous fallait une bonne traçabilité sur de nombreux processus. Il était très difficile de mesurer certains processus longs et transversaux lorsque ça passe d'un service à l'autre. C'est toujours difficile de connaître les temps d'attente. A contrario, sur des processus de type production, on arrive à suivre plus facilement le produit pour mesurer ses temps de réparation, ses temps de fabrication, etc., etc. Là, pour un service, pour un dossier, c'est beaucoup plus abstrait et qui rend pour les responsables difficile la mesure des temps de traitement. On avait un manque de visibilité des activités transversales et on voulait aussi améliorer l'expérience collaborateur et client. On avait une multitude de listes Excel de reporting dans différents fichiers, donc ça crée aussi beaucoup de problématiques en interne et l'objectif à la fin, c'était de répondre au mieux aux exigences de nos clients. Donc, si on maximisait et on améliorait l'expérience pour nos collaborateurs, par conséquent, on arriverait à proposer une meilleure expérience, un meilleur accompagnement pour nos clients sur certains processus. Donc, le projet BPM, là, j'ai repris une présentation que Iterop m'avait fait et je l'ai repris parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on a identifié un premier processus, notre processus cible pour lequel on serait dit, si celui-ci fonctionne, on pourra ensuite mettre en place d'autres processus. On a échangé avec les équipes d'Iterop et les collaborateurs métiers sur le terrain. On a dessiné ensemble le processus. L'équipe d'Iterop s'est aussi attelée à l'intégration au sein de notre système, l'accompagnement avec nos équipes ICT pour la bonne mise en place de toutes les instances. On a mis en œuvre ensuite le processus et ensuite on est rentré dans une boucle d'amélioration continue. Donc pour que ça soit un peu plus parlant, je vous ai fait un autre schéma, un peu plus daté. Donc fin 2020, j'ai approché Iterop, on a eu les premiers échanges entre guillemets commerciaux, présentation de l'outil. En avril 2021, on a eu la proposition de contractualisation faite par Quentin et les équipes d'Iterop. En mai 2021, on a présenté la proposition d'Iterop à notre comité de direction qui l'a validée. Et ensuite, de juin 2021 à septembre 2021,
voyez les différentes étapes, on a lancé ce qu'on appelle une POC, une Proof of Concept, qui nous a permis de voir si Iterop répondait à nos besoins par rapport à une problématique, la réclamation client. Donc là, ça a été vraiment un partenariat entre Iterop et l'ACL, puisque c'est des échanges constants. Iterop n'a pas réalisé un travail dans son coin et est revenu ensuite vers nous en disant voilà le produit fini. Non, c'est beaucoup de workshops, beaucoup d'échanges, l'intégration des acteurs métiers aussi, ça c'est essentiel, on le verra sur la gestion du changement très brièvement, jusqu'à arriver en septembre 2021 où on a lancé opérationnellement le processus, notre premier processus de gestion des réclamations, et ensuite de septembre 2021 à aujourd'hui, on est dans une étape d'amélioration continue du processus. On a déjà fait évoluer ce premier processus, on le verra par la suite plusieurs fois, pour répondre à nos exigences internes, mais aussi à ceux de nos clients. Et pour vous dire le degré d'autonomie ou de facilité qu'on a eu à utiliser l'outil, on a seulement eu la formation en mars 2022. Donc de septembre à mars 2022, on a pu utiliser complètement avec les acteurs métiers Iterop, et ensuite on a été formé pour être d'autant plus autonome par la suite pour faire nos propres évolutions au niveau du processus le mois dernier. Donc très rapidement, pour ceux qui connaissent les théories de conduite de changement, je vous ai affiché, et pour ceux que ça intéresse, une présentation que j'aime bien, qui est les 3 phases de changement de Kurt Lewin. Donc là, la question du changement, elle est primordiale sur la mise en place notamment de nouvelles solutions digitales, mais aussi de nouvelles façons de traiter un processus. Comme je vous l'ai dit, on traitait le processus de réclamation avant sur des fichiers Excel, sur nos boîtes Outlook, et on a dû accompagner les collaborateurs pour travailler sur une solution entièrement digitalisée en SaaS, où toutes leurs activités vont être réalisées sur une seule plateforme et pas sur du multi-outil. Donc, la première phase, qui est la phase de décristallisation, on va venir annoncer pourquoi aux acteurs il faut changer. Ensuite, on va réaliser ce qu'on appelle la phase de changement. On a toujours, des fois, vous le voyez sur le schéma, une petite dégradation, et on le verra très bien au niveau des chiffres après ce que ça a pu engendrer la mise en place d'un nouveau processus, mais très vite, et en fonction de votre accompagnement du changement, vous pouvez voir tout de suite les effets bénéfiques au niveau de la performance, jusqu'à une nouvelle phase qu'on appelle de recristallisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais très concrètement, je vais prendre l'exemple d'une collaboratrice, Monique, qui fait partie de l'équipe depuis plus d'une quinzaine d'années à l'ACL, qui était pilote au niveau de la gestion des réclamations. Elle avait toute l'expérience, elle a vu toute l'évolution, et dès le début, on l'a identifié comme acteur clé pour pouvoir déjà designer le processus, pouvoir répondre au mieux aux attentes de nos clients, puisqu'elle avait vu une multitude de types de réclamations, et il fallait formaliser ça, toutes ces activités-là, dans un seul processus. Donc, si je devais résumer aujourd'hui les facteurs de succès au niveau de l'ACL pour l'implémentation de cette nouvelle outil, indépendamment de l'expérience de vos collaborateurs, de l'ancienneté des collaborateurs, c'est primordial de les accompagner. C'est tout d'abord un chef de projet, une structure projet concrète au sein de votre organisation. Iterop est, à une équipe projet dédiée, mais il est important qu'au sein de votre organisation, vous définissez également une équipe projet interne qui va venir réaliser les actions de suivi, les échanges, identifier les bonnes personnes au bon moment pour les bons workshops. Une vision, il faut savoir ce que vous voulez au-delà d'un seul processus de l'outil, c'était très important pour nous également. Une communication constante du point de départ jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on communique en continu avec les équipes au niveau de l'utilisation d'Iterop. C'est une participation des acteurs métiers, donc des workshops. Ce n'est pas uniquement les personnes au projet, mais intégrer les collaborateurs avec leur expérience, c'est votre plus grande valeur ajoutée. En tout cas, ça l'a été pour nous à l'ACL. Intégration des acteurs métiers également au niveau des tests et des avis. Une fois que vous avez un premier processus, il faut le
tester avant de le rendre opérationnel. C'est très important qu'il soit testé pas par le chef de projet ou la vision qu'il en a, mais par les acteurs métiers pour tout de suite vous dire, ben là, j'ai cette problématique-là, là, je n'y arrive pas, ou il me manque telle ou telle information, ou attention, il faut faire attention à ces différents points-là. Un apprentissage continu, il faut aussi accompagner les acteurs à utiliser l'outil, même s'il est très simple. Il ne faut pas sous-estimer l'explication de comment j'accède à l'outil, comment utiliser, quelles sont les fonctionnalités, quelles sont les réactions à avoir en cas d'erreur. Et en parallèle, on a eu un accompagnement exemplaire et de qualité de la part des équipes d'Iterop. Ça a toujours été une discussion enrichissante. Eux nous ont apporté leur expérience, leur vision également, et leurs conseils et leurs bonnes pratiques. Et nous, on a apporté la vision métier de ce qu'on voulait pour nos collaborateurs et pour nos clients. Et aussi, ce qui était un réel succès, c'est un facteur de succès, ça a été l'utilisation du mode projet en itération. On n'a pas tout de suite un projet fini, on va faire une première version, on va la tester, on va l'améliorer, une deuxième version, etc., etc. Et tout ça, finalement, va participer à votre succès au niveau du changement. Donc, on va revenir maintenant plus précisément à ce qui au cœur de ce webinaire, qui est le processus de réclamation. Donc, on a étudié en amont notre processus de réclamation pour dire que c'était le processus qu'on souhaitait améliorer en premier ou mettre en place sur Iterop. On a fait une étude des temps de traitement moyens entre 2015 et 2021. Et vous voyez, on a très vite été au-dessus des 20 jours de traitement en moyenne, et pour arriver au-delà des plus de 30 jours de traitement pour tout type de réclamation. Bien entendu, on avait des réclamations qu'on traitait très rapidement, mais on avait des dossiers plus épineux de réclamation qui s'allongeaient dans le temps. Et une des raisons, c'était l'outil inadapté pour traiter et suivre au mieux cette réclamation. On avait une lacune en termes de visibilité quant au suivi des différentes actions à mener. Ça devient très vite étouffant sur un fichier Excel. Au niveau du nombre de réclamations, là, on le verra également, on a exactement le même nombre de réclamations qui rentrent chaque mois. On a à peu près une vingtaine de réclamations par mois. Et on a fait une étude plus précise de octobre 2020 à septembre 2021, où le temps de traitement moyen, pour plus de la moitié des réclamations, était au-delà de 21 jours. Donc, la situation initiale avant la mise en place d'Iterop, c'est aussi important pour vous de détailler quelle est votre situation, ce qui vous permettra de dire ça on ne veut plus, ça on veut faire évoluer. Donc, on avait toujours les collaborateurs, ils ne savaient pas comment enregistrer une réclamation malgré les procédures, malgré la documentation. On envoyait tout directement au service qualité, c'est le service qui gère les réclamations au sein de l'Automobile Club. Les informations qui étaient récoltées sont différentes en fonction de la personne. On n'avait pas une stabilité au niveau d'une demande de personne. On avait par exemple Monsieur X a appelé aujourd'hui pour une réclamation et il nous manquait certaines informations pour traiter tout de suite la réclamation. Donc, c'est tout de suite du temps en plus en termes de recherche ou d'échange pour traiter le dossier et satisfaire le client. On avait une perte de visibilité au niveau des actions réalisées par mail. Tout se faisait par Outlook. Si moi j'écrivais un mail ou si d'autres collaborateurs écrivaient un mail dans le cas d'une réclamation, c'était dans sa boîte mail à lui. En cas d'absence, en cas de non-disponibilité, il était très difficile d'avoir un suivi des actions réalisées. On n'avait pas une mesure du temps de traversée du processus lorsque les activités ne sont pas réalisées dans un logiciel métier. Donc là, c'était pour savoir exactement combien de temps chaque étape du processus de réclamation prenait et pouvoir identifier avec certitude les étapes à améliorer. La demande d'information d'externe n'était pas standard et dépendait des boîtes mail. En fonction du collaborateur, on avait une différence au niveau du questionnement vis-à-vis d'externes. Des fois, une réclamation, elle prend en compte des parties prenantes externes. Lorsqu'on réalise une intervention à l'étranger et qu'on a eu un problème avec un partenaire, on doit le questionner. Là aussi, on perdait beaucoup de temps dans la rédaction de nouveau, à chaque fois la même trame de mail.
On avait une personnalisation des mails très chronophage. C'était quasiment repris à chaque fois à zéro tout l'écriture, malgré le fait qu'on avait des bibliothèques, etc. C'était difficile d'accéder aux documents et c'était plus rapide de recommencer le mail à zéro que d'avoir une trame pré-remplie, entre guillemets. On avait beaucoup de formatage de documents. On n'avait pas de rappel automatique ni d'escalation. On mettait action en cours en attente du mail, mais quand les dossiers s'accumulent, si on n'a pas une vision ou un investissement humain constant sur le suivi des tâches, c'est très difficile d'avoir un visuel au niveau d'un tableur Excel, malgré le fait qu'on peut utiliser des paramètres ou des codes couleurs, etc. Avec le nombre de réclamations, c'était vite devenu très illisible, pardon, et on avait besoin d'une solution qui nous permette de nous faire des rappels, de dire au bout de X temps, il faut relancer le client. On avait une multitude d'informations dispersées sur de multiples canaux. Comme je vous l'ai dit, on avait des informations sur les listes Excel, on avait des informations sur Outlook, sur d'autres listes, etc., etc., ce qui rendait des fois la traçabilité, et même quand c'était traité dans différents services, ça faisait une multitude d'informations et c'était très difficile d'avoir une visibilité sur le dossier dans son entièreté. Ensuite, on a travaillé lorsqu'on a commencé le workshop, on a pris certains processus de réclamation. On a dit quelles étaient les grandes étapes, et je pense qu'on retrouve tous dans toutes les organisations à peu près ces étapes-là dans le traitement d'une réclamation. Donc, on a la réception de la réclamation. On fait un premier accusé de réception. Ensuite, on qualifie la réclamation et puis, après l'analyse, on définit la décision à prendre pour enfin définir les actions internes et le retour à faire au client. On a mesuré quelques-unes des réclamations qu'on avait entre janvier 2021 et juin 2021. Comme je vous l'ai dit, la mesure était relativement difficile. On ne peut pas mettre un chronomètre autour d'un produit sur une chaîne de production pour une réclamation. On doit mesurer et documenter le temps. Donc, c'était tout à fait aléatoire, donc à peu près une journée pour faire l'accusé de réception. Et vous voyez, ensuite, très vite, on a des pertes de temps importantes au niveau de certaines étapes, mais dues finalement, je ne vais pas dire à l'organisation interne, mais aux allers-retours constants dans les boîtes mail, au questionnement, au manque de visibilité, etc., ce qui faisait beaucoup de temps à non-valeur ajoutée pour ce processus-là. Et on avait une difficulté de définir exactement quelles étaient les étapes à améliorer. Analyser la réclamation 15 jours, oui, mais analyser, c'est un gros bloc, c'est un questionnement continu, multiple à différents acteurs, ça peut être beaucoup d'étapes et il fallait réussir à définir, mais qu'est-ce qui posait problème? Est-ce que c'est le retour des acteurs? Est-ce que c'est le suivi des demandes d'analyse? C'était pas assez précis par rapport à cette vue macro du processus de gestion des réclamations. Donc là, très rapidement, on a fait aussi, je vais prendre que quelques points pour pouvoir ensuite aller sur Interop. On a dit qu'est-ce qu'on souhaitait après la mise en place d'Iterop pour ce processus de réclamation. On souhaitait que tout collaborateur au sein d'Acel pouvait déclarer une réclamation. On verra via quels moyens. On souhaitait par exemple aussi automatiser des tâches à faible valeur ajoutée tout en gardant un aspect fort de la personnalisation. C'est vraiment un point important pour l'Automobile Club. On ne veut pas générer automatiquement des emails vers nos clients ou vers des parties externes. On veut avoir la possibilité de personnaliser au maximum nos emails tout en ayant une trame. On souhaitait sortir de la gestion via Outlook pour une meilleure visibilité, automatiser les rappels, les processus d'escalation, standardiser au mieux et maîtriser au mieux les processus pour nous concentrer sur l'excellence et pour pouvoir identifier le plus rapidement les différents points. Et ce qui était important aussi pour nous, c'était améliorer la collaboration avec les autres services, donc d'avoir un outil qui nous permette de communiquer en restant dans le processus avec d'autres services internes ou également des prestataires externes, mais en gardant l'information dans le processus de réclamation. Donc les premiers retours, et on va peut-être ouvrir quelques questions si vous en avez sur cette présentation, et ensuite on ira sur Interop. Donc gardez juste en tête ici nos temps de traitement d'à peu près
plus d'une trentaine de jours et un nombre de réclamations plus ou moins constant. Et on va voir ce que Iterop nous a apporté aujourd'hui, en tout cas pour ces KPIs-là. Alors, est-ce qu'il y a déjà des premières questions suite à cette présentation? Donc, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis les sources aussi à la fin de la présentation. Alors, oui, en effet, il y a une première question. Si vous comparez les modèles que vous avez faits pour obtenir la certification l'année dernière et ceux qui sont aujourd'hui automatisés sur Iterop, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'ajouts ou de modifications pour s'adapter à l'outil? Chaque année maintenant, depuis une dizaine d'années, on a des audits de surveillance au niveau de notre outil. L'an dernier, on a présenté en septembre au niveau des auditeurs externes l'utilisation d'Iterop et ça a été mis en point fort au niveau de l'amélioration. On n'a pas eu encore cette année le prochain audit pour leur présenter les résultats de ce processus-là, mais en tout cas, ça a été, pour notre certification ISO 9001, ça a été un atout essentiel pour mettre en avant l'expérience client, l'importance que nos clients ont pour nous au sein de notre organisation, mais aussi l'amélioration de nos processus pour nos collaborateurs. Donc, si vous souhaitez revenir vers moi, notre audit cette année sera fin mai, début juin. Donc, si vous souhaitez revenir vers moi, je pourrais vous répondre au niveau de l'apport pour la certification. Est-ce qu'il y a beaucoup eu d'ajouts ou de modifications pour s'adapter à l'outil au sein de notre SI, notre système informatique? Non, puisque Iterop est une solution SaaS. On a fait une connexion très, très rapidement avec notre système avec d'autres systèmes, entre guillemets, via des API, parce que Iterop communique très facilement avec d'autres outils. Donc, ça n'a pas été un des points bloquants. Le point le plus essentiel pour moi, au niveau de l'adaptation à l'outil, c'est la conduite du changement. Vous devez accompagner vos collaborateurs à l'utilisation d'un nouvel outil. Il ne faut pas sous-estimer cette étape-là, même si l'outil paraît simple et très fluide et très interactif. C'est important que vos collaborateurs s'y intègrent le mieux. J'espère avoir répondu à la question. Alors, je pense que oui. Est-ce qu'il y a eu des modifications Alors. Pour le coup, sur cette question-là, parce que j'interviens parce que j'ai aidé Louis-Nicolas justement lors de la toute première définition de l'indicateur de performance. Et ce qui était assez intéressant, c'était justement que Louis-Nicolas avait déjà, avec ses équipes, pas mal réfléchi justement aux indicateurs qu'il souhaitait mettre en œuvre sur Iterop. Et donc, ils avaient déjà commencé un travail dessus. Et justement, l'idée, ça a été de voir comment on pouvait les mettre sur Iterop. Et ce qui a permis aussi, et ça, je le dis en particulier pour ceux qui se lancent dans ce type de projet, hein, que vous soyez client ou que vous soyez prospect, c'est quelque chose auquel il faut penser dès le départ et qui nous a amené justement à rajouter certains champs qu'on avait oubliés parce que Louis-Nicolas, une fois qu'on a designé le processus, on l'a déployé, tu es revenu vers moi en me disant voilà, maintenant il y a ces indicateurs que j'aimerais mettre en place et là on s'est rendu compte que tiens, on voudrait voir si les réclamations, par exemple les réclamations suivant le type de tel ou tel champ, le type de réclamation, le type de dommage, etc. On s'est rendu compte que tiens, il y avait ce champ-là qu'on avait oublié de mettre dans le processus. Donc c'est important aussi, au moment où on définit le processus, de déjà commencer à se poser la question pour justement pouvoir de façon très fluide intégrer ces indicateurs dans Iterop et prévoir toutes les bonnes données et tous les bons champs dès le départ. Alors, est-ce que vos clients n'ont pas eu de difficulté à utiliser Iterop? Comment s'effectue une réclamation client côté client? On va en venir je vais vous présenter mes différents onglets après au niveau d'Iterop. On n'a pas eu du tout de difficulté à intégrer les clients à Iterop puisqu'on a ce qu'on appelle des formulaires externes tout simplement dans Iterop. Donc, le client n'a pas besoin d'un mot de passe pour
nous répondre ou nous faire un retour. Il accède au contraire à un espace sécurisé où il va pouvoir interagir avec nous, mettre des informations complémentaires où on le verra au niveau des boucles que l'on a nous. Au contraire, je pense que les clients apprécient le côté aujourd'hui dans la protection des données, etc. Ce côté-là, protection des données, c'est un lien sécurisé, c'est pas dans une boîte mail. Donc, nous, on l'a mis en avant lorsqu'on écrit un mail. On explique aussi à nos clients, je parlais d'accompagnement des collaborateurs, mais aussi il faut accompagner les clients lorsque vous leur dites, ben voilà, vous pouvez laisser l'information sur ce formulaire. C'est un formulaire entièrement sécurisé qui nous permet de traiter au mieux votre demande. Et lorsqu'on fait ce type de message, les clients répondent directement. Et nous, ensuite, on a l'information directement dans Iterop et on va le voir, toutes les informations sont regroupées sur la même plateforme. Comment s'effectue une réclamation côté client? Je vous le montrerai dans quelques minutes. Quel était l'impact interne et externe sur votre organisation avec l'utilisation de ce processus? D'un point de vue interne, on a été vraiment très surpris de l'accueil au niveau des collaborateurs. Notre point de départ, ça a été le processus réclamation et très vite, on est venu interagir avec d'autres services. Je parle par exemple du service facturation où on a introduit dans notre réclamation les parties de remboursement. On va envoyer une tâche à notre service comptabilité, pardon. Et ce dernier, il reçoit la tâche, il voit qu'il y a un nouvel outil. Et eux, aujourd'hui, c'est des collaborateurs qui sont venus nous faire la demande de mise en place de processus pour leur service au sein d'Iterop. Donc, avant d'accompagner le changement ou quoi, ils ont vu les capacités apportées par Iterop et ils viennent aujourd'hui avec certains processus, gestion de notes de crédit, etc., etc. et nous demandent au service qualité, est-ce qu'il est possible d'intégrer et de faire nos processus via Iterop parce qu'on veut sortir de la gestion Outlook, etc., etc. Donc, eux, aujourd'hui, sont je veux dire, je ne vais pas dire une des difficultés, mais maintenant, on a plein de demandes de services internes qui demandent, est-ce que mon processus, je peux également travailler avec Iterop, interagir avec vous plus facilement, avoir mes tâches, avoir mes indicateurs, que ce soit des responsables, que ce soit des collaborateurs, entre guillemets, de premier niveau. Et bien, on a une demande multiple de tous ces acteurs internes qui veulent aujourd'hui travailler avec Iterop, de par sa facilité, mais de par aussi son interopérabilité, puisque les processus communiquent entre eux. Et au niveau externe, c'est un peu comme les clients, on envoie à nos partenaires externes aujourd'hui des requêtes, des demandes de remplir un formulaire et ils répondent directement dessus. Et pour eux, ça leur permet d'éviter aussi un envoi d'email, une perte d'email. Avant, le prestataire externe écrivait à tel ou tel collaborateur, c'était lié à sa boîte mail ou à tel email générique qui disparaissait quelque part. Là, non, maintenant, le prestataire est sûr que sa réponse va être traitée et reçue. Donc, ça a amélioré énormément aussi notre communication avec nos différents interlocuteurs. Donc, je vous propose, avant de repasser à une série de questions, de vous montrer mes différents onglets sur Iterop, donc différentes visions. Donc, on va d'abord aller un peu derrière les coulisses, derrière les rideaux, avec une vue processus. Donc, voici typiquement à quoi ressemblait notre premier processus de gestion des réclamations. Donc là, c'est la vision processus, ça c'est entre guillemets la vision ingénierie du processus, et on verra après vos collaborateurs internes ou les parties prenantes externes ont tout à fait une autre vision, mais là, on est plus sur la vision processus. Donc, comme il y avait la question, je vais parcourir ce process réclamation et vous expliquer les différentes boucles qu'on a fait. Donc, très succinctement, on a des tâches, entre guillemets, qui sont réalisées par l'outil informatique que l'humain a pu réaliser. C'est les petites tâches qui sont symbolisées par le petit manuscrit en haut à gauche. Et ensuite, vous distinguerez les tâches qu'on appelle des tâches humaines, là où on a besoin de la valeur ajoutée de nos collaborateurs pour qu'ils réalisent la tâche. Donc là, c'est vraiment un collaborateur qui va réaliser la tâche. On le verra sur un second onglet par la suite. Comment? Donc très rapidement, le processus de réclamation,
on va démarrer, l'outil Iterop va nous formater un numéro. Là, ça peut paraître très, très simple, mais des fois sur Excel ou avant, on avait des erreurs au niveau des numéros, un double encodage de numéros, ce qui rendait la mise en place d'indicateurs des fois difficile. Dès que vous avez une erreur sur Excel, il faut retrouver où est l'erreur au niveau de vos formules, etc., etc. Là, on a un standard au niveau du numéro qui est répété. On n'a pas plus aucun risque aussi de doublons. Ça, c'est très important. On avait quelques doublons à la fois. Quand on travaillait à deux sur la liste Excel ou succinctement, des fois, on attribuait un numéro de réclamation qui était déjà attribué, tandis que là, une fois qu'on crée une réclamation, il y a un numéro unique qui est donné par l'outil. Ensuite, on a une trame de mail personnalisée qui est utilisée par l'outil. On a défini nous-mêmes notre trame et le collaborateur va venir remplir le formulaire de réclamation et réaliser à l'aide de cette trame la personnalisation de l'email. Donc, on a un standard, mais le collaborateur peut tout à fait le personnaliser et le changer en fonction du client, aux besoins du client, changer complètement la terminologie. On a des boucles de validation pour faire rapide. Donc là, le collaborateur est aussi gagnant en autonomie. Il peut dire, OK, pour cette réclamation, j'ai besoin que mon N+1 valide le mail ou je n'ai pas besoin qu'il valide le mail, donc je passe directement à l'étape suivante. Donc là aussi, ça permet aussi après d'accompagner, de former mieux nos collaborateurs et de les faire grandir, puisqu'ils deviennent plus autonomes au niveau de la gestion même du processus. On pourrait très vite avoir l'impression que c'est formaté, cadré. Au contraire, on leur permet de savoir exactement là où ils vont pour le processus de réclamation et tout en étant autonomes avec des tâches de support s'ils ont besoin de leur N+1 ou pas. Ensuite, on a des petites tâches de réalisation qui nous permettent, durée processus, ça va nous permettre de créer des indicateurs, on le verra par la suite. Ensuite, on a une tâche de qualification de la réclamation où on va pouvoir demander à un client ou à quelqu'un, il y avait la question des compléments d'information. Donc là, c'est une tâche qui va être demandée, une requête qui va être réalisée à un client externe. Le client va recevoir tout un mail avec un lien, il va se cliquer, il va atterrir sur une page en ligne et il va avoir la question qu'on lui a posée, un petit salon entre guillemets d'échange. Et je vous parlais tout à l'heure d'automatisme au niveau des retours. Vous avez des petites horloges. C'est ce qui va nous permettre de dire si au bout de 2 semaines, la personne n'a pas répondu, eh ben, l'activité nous revient dans l'organisation en disant le client n'a pas répondu, il faut peut-être l'appeler, il faut peut-être lui relancer une requête. Et là, on est aidé par la machine directement avec des timers totalement personnalisables. Ça peut être 48 heures, une journée, quelques heures, peu importe. Et on a aussi automatisé des notifications de rappel. Au bout d'une semaine, on a un mail de rappel qui part au client lui disant il y a toujours une activité qui est une tâche de complément d'information qui est en attente de votre part. Et ça aussi réduit la charge au niveau de nos collaborateurs. Ils ont pu travailler sur les mails de rappel, de faire du suivi pur qui n'a aucune valeur ajoutée pour votre réclamation. Là, c'est toute l'aide d'un outil comme Iterop au niveau de l'appui, au niveau de vos équipes. Ensuite, on a la phase, et vous voyez, ça reprend finalement la macro de notre processus de gestion des réclamations qu'on a vu sur la présentation. On a les grandes étapes, mais qui sont détaillées. On a l'analyse de la réclamation, où on va pouvoir questionner, que ce soit un acteur interne ou un acteur externe, apporter une expertise. C'est une tâche aussi qu'on peut pousser à l'extérieur. Donc, on va questionner un fournisseur externe, le produit est arrivé endommagé, est-ce que vous pouvez nous faire un retour? Il a des pièces jointes, les photos, toutes les informations que vous souhaitez lui afficher, vous pouvez lui transmettre. Même chose, on a la partie notification de rappel. Une fois que la réclamation a été analysée, on va définir une décision. Une fois que la décision elle est prise, on va soit la refuser, donc on va indiquer que la réclamation n'est pas acceptée, ou on va venir réaliser d'autres tâches si elle est acceptée. On va dire il faut faire un remboursement, donc on va questionner un service interne à la selle, on va demander un remboursement. Avant, on avait dit, une fois qu'on a défini la décision à prendre, c'est la problématique de l'autre service de rembourser, tandis que là, non, on a intégré ces activités-là, donc très transverses, au sein du processus de réclamation directement. Comme ça, on s'assure que le client a été remboursé, et une fois qu'il a été remboursé, une fois qu'on a la confirmation de remboursement
ou ce qu'on appelle de prise en charge, et bien seulement après, on va venir clôturer la réclamation. Et ensuite, on a différentes étapes, la rédaction du mail final, une validation si nécessaire du mail, et ensuite ici vous avez différentes étapes. Ici à la fin c'est écrit documenter Simaline. Simaline tout simplement c'est un autre logiciel qu'on utilise, un registre pour notre certification ISO, et au début on ne l'avait pas connecté, on avait simplement mis une tâche, et au fur et à mesure de l'évolution de notre processus, aujourd'hui on a Iterop et cet outil qui communique entre eux. Donc, on n'a plus un double encodage dans un outil supplémentaire. Non, on a une vraie, aujourd'hui, collaboration. Donc, ça, c'était le processus en septembre 2021. Et aujourd'hui, le processus tel qu'on l'a en cours au sein de l'Automobile Club, il ressemble à ceci. Donc, c'est dommage, je ne peux pas mettre l'une au-dessus de l'autre pour vous faire les différences, mais on voit déjà une modification notable, hein. Il ne faut pas avoir peur de toutes ces étapes, de se dire mais comment ils sont arrivés là? Non, on est parti de notre fil d'Ariane et dire chaque étape de personnalisation, chaque étape qu'on veut pour nos collaborateurs en interne, externe, on les a développées. C'est la force d'Iterop. Ce n'est pas un processus sur étagère qui ne répond pas à vos besoins, c'est vous qui formalisez vos besoins au niveau du processus. Et ça, c'était vraiment important pour nous, puisque vous voyez, il y a plein d'étapes où on va demander des compléments d'informations, on a besoin d'échanger avec nos clients, et c'était très difficile dans une solution fixe de marché de trouver quelque chose d'aussi personnalisé, mais aussi quelque chose qu'on peut modifier facilement. Où on n'a pas des temps d'encodage extrêmement longs. Là, on a fait énormément de modifications depuis septembre 2021 à aujourd'hui. On a fait un certain nombre de modifications très, très rapidement et de façon très agile. On a eu un besoin, et on l'a formalisé et on l'a fait apparaître tout de suite dans notre processus, ce qui veut dire que en fait, vos processus, au lieu de rester figés, hein, c'est une des problématiques que j'avais en tant que responsable qualité lors de ma arrivée, c'est comment faire vivre les processus. C'est aujourd'hui de faire correspondre au maximum vos processus dans votre organisation. Pour le coup, je me permets juste d'intervenir, Louis-Nicolas, pour donner un ordre de grandeur, hein, la mise en œuvre de ce processus-là. Donc, bien entendu, il y a eu ces cycles-là d'agilité qui nous permettent petit à petit d'ajouter différentes fonctionnalités. Hein, mais la première version, parce que c'est vrai que ce type de diagramme peut parfois un peu faire peur si on n'y est pas habitué. Et donc, la toute première version, on l'a mise en œuvre en 1 mois et demi. Donc 1 mois et demi de planning, hein, pas 1 mois et demi de travail ni pour nous ni pour vous, mais on a commencé entre début et mi-juillet et au 1er septembre ça tournait en production et ça c'était la première version et ensuite on est venu ajouter quelques fonctionnalités comme tu l'as très bien décrit et en tout et pour tout le temps passé sur ce processus, si j'additionne vraiment tous les temps qui nous ont été nécessaires pour avancer dessus, on est en dessous de 10 jours, hein, on doit être aux alentours de 8 ou 9. Les KPI que tu n'as pas encore montré, mais que je sais que tu vas montrer par la suite, les KPI inclus et l'ensemble de la configuration justement des différents tableaux de bord inclus. Donc on est vraiment en termes de délai de mise en œuvre et en termes de charge de travail, sur quelque chose d'assez restreint. Ça peut paraître extrêmement complexe, mais c'est justement ça l'idée d'Iterop, c'est de faire en sorte qu'on puisse mettre en place simplement des processus et des interactions qui, comme tu le disais très bien, étaient assez complexes entre les collaborateurs de la CL d'une part et avec les personnes externes. Voilà, vous voyez par exemple, on a gardé des étapes cœur pour nous, mais on est venu les améliorer. L'ajout de compléments d'information, on a toujours cette interaction, on les a multipliés à certains moments. Donc ça, c'est la phase derrière le rideau, entre guillemets, sur la partie conception. Si demain vous êtes amené à réaliser ou dessiner les processus, c'est ce que vous verrez. Et votre collaborateur, donc là je suis sur une instance de test pour des raisons de confidentialité des données, mais c'est exactement l'interface là qu'on a sur ce qu'on appelle la production. Donc aujourd'hui, je suis collaborateur qui traite les réclamations. Là, j'ai tout simplement à gauche ma liste de tâches à réaliser dans la journée, donc c'est très visuel aussi. Là où sur une liste Excel, le collaborateur devait rentrer sur la ligne, deviner ou trouver exactement qu'est-ce qu'il avait à faire ou questionner d'autres collaborateurs. Donc vous imaginez tout de suite en termes de temps de traitement
combien de temps ça prend. Là, j'ai une tâche, c'est une tâche ici qui est définie, une tâche d'équipe, hein, donc elle est assignée à plusieurs collaborateurs, tout en évitant le risque d'un double encodage. Si un collaborateur travaille sur cette tâche, elle me serait grisée et je verrai quel collaborateur travaille sur cette tâche. Donc ça, c'est aussi ces petits détails très importants, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par la suite. Donc, tout simplement, vous avez ici notre formulaire de réclamation qui a été rempli, hein. Ça peut être un formulaire interne ou externe. On a un lien où tous les clients peuvent remplir ce questionnaire. Donc, il répond à des questions tout à fait basiques. Et ensuite, nous, on a défini ici sur la droite différentes petites étapes d'administration pour nous. Qu'est-ce que compléter le formulaire de réclamation? Donc, le collaborateur a un mini-mode opératoire, une checklist où il doit indiquer un numéro spécifique, télécharger une fiche spécifique. Vous avez les pièces jointes. Il peut donner d'autres références. Il doit indiquer, c'est pour les indicateurs, quel type de dossier c'est, afin de générer au mieux des KPIs. Ensuite, il va catégoriser la réclamation selon nos critères à nous internes dans notre organisation. Ensuite, il peut aussi donner une priorité. Quand je vous parlais d'autonomie, le collaborateur de premier niveau peut tout de suite dire si la réclamation est importante, haute, la faire escalader ou pas. Il va rédiger le mail. Donc, vous voyez, j'ai une trame pré-remplie ici, mais je peux venir totalement personnaliser cette trame en fonction du besoin du client et éviter l'effet, voilà, c'est un email automatique envoyé par un robot. Non, là, je peux personnaliser entièrement mon mail, mais j'aide mon collaborateur à avoir une première trame. Nous, on indique, on doit remercier le client, accuser bonne réception, indiquer l'intérêt, etc., etc. Et ça permet au collaborateur, même s'il rédige complètement le mail, d'avoir une trame visuelle sans aller la chercher sur une bibliothèque de gestion de documents. Ensuite, vous avez des étapes de validation, d'escalation. On peut informer la direction en fonction de la gravité, on peut faire valider le mail. Et ensuite, une fois que cette étape est validée, je passe finalement à une étape suivante. Ici, on est complété le formulaire de réclamation. Une fois que j'aurai validé cette étape-là, tout simplement, je vais avoir, si j'ai fait une demande de validation, ma validation de mail. Sinon, je vais passer à l'étape suivante. Donc, pour revenir, je vous avais affiché tout à l'heure, si vous le gardez en mémoire, les premiers retours. Donc, au niveau du temps de traitement de réclamation, vous voyez, depuis septembre 2021, on a enregistré 172 réclamations. Et ça, c'est mon instance de production, donc c'est les chiffres actualisés dans Iterop. Vous voyez, au niveau du nombre de réclamations enregistrées chaque mois, on n'a pas eu de grosses différences. On est autour d'une vingtaine de réclamations enregistrées chaque mois. Donc, au niveau de la volumétrie, on est sur les mêmes comparatifs que les années précédentes. J'ai un visuel sur l'état de mes réclamations en temps réel. Donc là aussi, on avait démarré autour des 70% de réclamations clôturées. Là, on est au-dessus de 82%, avec un total quasiment à 90% de dossiers complètement traités. Grâce à un suivi en temps réel, on peut se donner des indicateurs avec mon équipe. Je leur dis, à la fin de la semaine, l'objectif, c'est 85% de réclamations clôturées. Donc, vous pouvez manager aussi en temps réel et ne pas perdre de temps. Je fais des indicateurs et ensuite, j'essaye de corriger. Non, là, je visualise mes indicateurs et j'interviens avec mes équipes. Et ce qui est vraiment significatif, et on travaille en continu pour toujours garder cette courbe-là, c'est le temps moyen de traitement d'un dossier de réclamation. Donc, en moyenne, on avait une quarantaine de jours pour tout type de dossier. Et comme je vous l'ai montré sur les courbes de changement, vous voyez, au début, sur la mise en place, vous avez forcément, il faut le prendre en compte, il faut le montrer aussi à votre comité de direction, la possibilité d'une performance, entre guillemets, moindre, qui est l'adaptation pour arriver à un nouveau niveau de maturité au niveau de la gestion des réclamations. Au mois de septembre 2021, on l'a mis en route. On arrivait en moyenne autour de 66 jours de temps de traitement, ce qui peut paraître énorme, mais dès le mois suivant, et on l'a constaté jusqu'à aujourd'hui, notre temps de traitement n'a fait que diminuer, et pas de 1 ou 2 jours, mais de façon drastique. Tous les dossiers de réclamation qui ont été clôturés aujourd'hui, vous voyez les moyennes. Sur octobre-novembre, on était autour des 46 jours.
décembre, on est descendu en dessous de la moyenne de 39 jours sur l'année complète que je vous avais montré en moyenne. Et dès janvier, on est passé en dessous des 20 jours. Et on continue à challenger au niveau du temps de séjour de traitement en continu, puisque vraiment, on a à la fois un processus clair dans Iterop avec des tâches claires, mais aussi d'importants indicateurs qui nous permettent d'être tout de suite agile au niveau des temps de traitement, des retours, d'éviter aussi ces temps creux. Lorsqu'on questionne un client et qu'on a besoin d'une réponse d'un jour, ça ne dégénère pas dans 3 semaines sans retour, puisqu'on a les automatismes qui viennent réduire ces temps-là. Et on s'est aussi amélioré en mettant de nouveaux indicateurs. Là, c'est un exemple. On a mis une granularité. Quels sont notre nombre de réclamations traitées en delà de 7 jours, de 7 à 14 jours. Et vous voyez, au niveau de la répartition, je scrolle, ça peut être un peu rapide, mais au niveau de la répartition, depuis décembre, la majorité quasiment de nos réclamations, on arrive à les traiter en dessous de 7 jours. Chose qu'on n'arrivait même pas à mesurer avant, où il fallait faire vraiment des indicateurs très précis dans Excel qui prenaient un temps fou et on n'était jamais sûr ensuite de la comparaison, tandis que là, une fois que les indicateurs sont mis en place, on a vraiment une vision complète de nos indicateurs en temps réel qui peuvent être aussi tout à fait dynamiques. Là, par exemple, sur le mois de décembre, je veux savoir quel est le service où j'ai le plus de réclamations, et j'ai un visuel sur la répartition par service. Et voilà un dernier graphique que je voulais vous montrer pour la partie pour les responsables ou pour les personnes qui vont coordonner les processus. Ensuite, pour apporter des améliorations et pour savoir qu'est-ce qu'on va développer, je vous avais montré le processus de façon macro et on se disait, mais analyser la réclamation, c'est peut-être trop macro, quelles sont les étapes? Vous avez une vue en temps réel de votre processus avec différents indicateurs. Et moi, celui que j'aime particulièrement, c'est les indicateurs de temps. Je peux voir chaque étape de mon processus en vision processus et quelles sont celles qui ont plus pris de temps. Vous voyez, là, quand je questionne mes clients à l'externe, ça prend à peu près 8 jours. Je peux alors me questionner pourquoi ça prend de temps, mettre un chantier d'amélioration, etc., etc. Et ça pour tous les temps qui sont extrêmement longs au niveau de mon processus. Donc, on peut ensuite très facilement cibler les étapes pour améliorer le processus et on est finalement vraiment dans cette boucle vertueuse de faire vivre, entre guillemets, un processus et en l'occurrence, le processus de gestion des réclamations. Je parle de geste commercial puisqu'on a créé un nouveau processus dans Iterop et on l'a connecté avec notre processus de geste commercial. Donc, lorsqu'on a une réclamation et le client nous soumet un geste commercial, on peut avoir une traçabilité avec un autre processus. Et c'est toute la force aujourd'hui qu'on utilise au niveau d'Iterop. Alors, j'arrive à la fin de mon propos. Donc, est-ce qu'on peut passer aux questions? Alors oui, on a une première question. Est-ce que vous utilisez des outils de RPA? Si oui, couplez-vous RPA et Iterop pour intégrer cela dans un écosystème plus large? Alors, juste, qu'est-ce que vous entendez par RPA au niveau de l'acronyme RPA? C'est la Robotic Process Automation, c'est automatiser les tâches répétitives grâce à un logiciel informatique. Alors nous, les tâches répétitives, on les a directement automatisées via Iterop. On n'avait pas de logiciel spécifique qui faisait ça avant. Au contraire, on a utilisé justement la force d'Iterop, qui est la possibilité d'automatiser un certain nombre de tâches, la génération d'emails, la génération de temps, etc. Donc pour nous, cette partie-là, c'est directement intégré à Iterop. Pour la connexion à d'autres outils, on utilise d'autres outils qu'on a connectés via des API. Je parlais tout à l'heure de Simalink, qui est un autre système de management de la qualité en SaaS. On l'a connecté via des API. L'autre point, je me permets de compléter, Louis-Nicolas, qui a été parce que sur le RPA, on a d'autres clients d'Iterop qui utilisent du RPA et en général, les tâches qui vont être automatisées
via le RPA, ce sont en général des tâches qui sont très répétitives et surtout qui demandent vraiment pas d'intelligence humaine, dans le sens où les tâches qui vont être pertinentes justement à mettre sur Iterop, c'est certes les relances, des calculs, le fait de pousser des informations dans un autre système d'information quand on peut le faire par API, mais aussi et surtout l'idée d'Iterop, c'est vraiment de pouvoir affecter les bonnes tâches aux bonnes personnes au bon moment. Et donc il y a vraiment une dimension humaine dans Iterop que l'on va beaucoup moins retrouver dans le RPA, qui va faire les choses de façon beaucoup plus standard et beaucoup plus certes paramétrable, mais on va vraiment être sur de la masse, une énorme masse de tâches à réaliser de façon totalement automatique et sans aucune réflexion humaine, et avec beaucoup de tâches qui se succèdent. Le RPA, quand il est utilisé chez d'autres clients, ça va justement être pour ça, pour pouvoir gérer les très gros volumes de tâches et tâches qui vont se succéder dans différents systèmes, dans différents outils qu'on a potentiellement du mal à connecter et pour lesquels il n'y a pas besoin à un moment ou à un autre dans le process de faire intervenir un humain. Et c'est justement ce couplage-là qui peut être mis en place, qui peut être intéressant si vous avez plein de systèmes difficiles à connecter. Là, ça va pouvoir être intéressant. Par contre, si vous avez un processus tel que celui qu'a présenté Louis-Nicolas et pour lequel vous pouvez justement connecter Iterop à vos autres systèmes d'information et où l'humain va intervenir à plusieurs moments, là, dans ces cas-là, ça va être intéressant justement d'utiliser Iterop et il n'y a pas besoin de RPA pour ces cas-là. Je vois qu'il y a une autre question. Combien de collaborateurs faut-il pour répondre aux réclamations et y répondre? Donc, c'est une question très intéressante et notamment sur notre application à l'ACL. Lorsqu'on a mis en septembre 2021, on était 3 collaborateurs. Et quand je dis 3 collaborateurs, c'est aucun collaborateur à temps plein sur la gestion des réclamations. C'est toujours une tâche en plus ou en parallèle d'une activité principale. Hein. Moi, je suis responsable qualité, mais j'ai sous ma supervision la partie réclamation. Donc, c'est une tâche complémentaire, mais on n'a aucun collaborateur dédié à 100% au traitement des réclamations. Et ce qui est intéressant dans la mise en place, en tout cas dans notre étude de cas chez Iterop, c'est qu'on a exactement le même nombre de réclamations qui rentrent. On a le même nombre de collaborateurs, donc on a à peu près 3 collaborateurs qui traitent les réclamations, le même nombre d'entrées, mais via la digitalisation et la mise en place d'Iterop, vous l'avez vu au niveau des chiffres présentés, et ben, avec les mêmes facteurs, les mêmes variables, on a réussi drastiquement à réduire, sans ajouter une personne en plus dans le processus, sans autre chose que la mise en place d'Iterop, on a vraiment réussi à diviser, plus que diviser par 2 pour le mois de mars. On est vraiment arrivé à des niveaux de temps de traitement avec la même équipe, avec le même nombre de réclamations par mois, vraiment à des choses tout à fait satisfaisantes, et ça a un impact pour nos clients puisqu'ils le remarquent et on a beaucoup de retours positifs, ce qui nous permet aussi de dire à la fin du processus de gestion des réclamations, on va même rajouter demain une nouvelle étape qui va être le questionnement de la satisfaction de nos clients par rapport aux réclamations, chose qu'on n'aurait pas du tout imaginé avant, de se dire au bout d'une trentaine de jours, demander aux gens est-ce que vous avez été plutôt content du traitement de vos réclamations. C'est un peu difficile à formuler, mais on se dit aujourd'hui, si on veut continuer dans cette amélioration au niveau des 30 traitements qu'on propose, qu'est-ce que demain attendent nos clients par rapport aux améliorations sur le processus de traitement des réclamations? Pensez-vous devoir faire encore de nouvelles améliorations du processus? Également, quels sont les prochains process que vous pensez mettre en œuvre? Quel service? Alors, sur l'amélioration du processus, il est en fait constant. Ça peut être des montées en grandes versions. Ce que j'appelle des grandes versions, c'est des nouvelles fonctionnalités. Je vous parlais de l'incorporation du processus de geste commercial. Là, ça a été plutôt on a dû mettre en place un nouveau processus de geste commercial et on a dû le connecter à Iterop. C'est une évolution assez significative, mais finalement, des améliorations du processus, j'ai envie de vous dire, j'en fais quasiment toutes les semaines. Toutes les semaines, on va venir, puisqu'en plus, on a eu la formation, on est devenu beaucoup plus autonome au niveau des évolutions, on va venir modifier quelques petites étapes, réduire les temps de contrôle,
peut-être rajouter, modifier nos emails. Donc, des améliorations, finalement, on en fait constamment et c'est vraiment, c'était dans le cahier des charges avec Iterop, d'avoir cette possibilité de faire évoluer notre processus en fonction des besoins. Par exemple, je vous avais mis la boucle de complément d'information. On a eu un client il y a quelques semaines qui nous a fait un retour et qui nous a dit bah, j'ai répondu dans le formulaire, mais je n'ai pas eu d'accusé de réception. Donc, on a rajouté automatiquement un petit mail qui part vers le client. Et ça, c'est toutes des adaptations qui se font au fur et à mesure de la confrontation finalement avec le terrain. Et on a plus ce temps d'adaptation où on devait avoir un certain nombre d'éléments pour changer le processus. Là, on peut vraiment venir l'adapter au fur et à mesure sans un investissement en temps trop important où moi, je ne suis pas du tout informaticien ou de ce monde-là. Moi, j'ai une formation en sciences de gestion de la qualité et j'arrive aujourd'hui à faire des améliorations de façon autonome pour 80% des cas, 20% des cas, on a un accompagnement aujourd'hui avec Iterop. Également, quels sont les prochains processus que vous pensez mettre en œuvre? Donc, on a mis en œuvre récemment le processus de gestion des gestes commerciales pour notre service comptabilité. Je vous en parlais tout à l'heure. On a mis la gestion des notes de crédit au sein de la comptabilité, mais aussi on a digitalisé toute notre partie, entre guillemets, gestion documentaire. Iterop nous permet de générer des documents. Nous, on a par exemple des documents standards comme ce qu'on appelle des convocations ou des choses comme ça. Bah, tout simplement, on va remplir un formulaire sur Iterop et Iterop va nous délivrer directement un document Word ou un document Excel ou le transférer en PDF, ce qui nous fait gagner énormément de temps sur la génération de ce type de document. Donc, au niveau des services, là, on travaille actuellement avec le service comptabilité, le service qualité, et on a aussi une partie du service opérationnel où on est en train de définir certains processus comme la gestion des endommagements sur nos flottes, etc. Si vous permettez, est-il possible d'avoir une idée sur le coût approximatif sur l'installation et l'utilisation de ce processus? Au niveau du coût, là, ce sera en fonction de l'échange que vous aurez avec Iterop. Nous, on a défini un certain nombre pour une dizaine d'utilisateurs. On sait qu'on va venir augmenter ce nombre d'utilisateurs à l'avenir pour l'utilisation des processus, mais ça va être aussi en fonction de la complexité de votre processus. Nous, on a eu un carnet d'accompagnement pour la POP Quanta, si je ne me trompe pas, de 5 jours. Ouais. Voilà. Et on a, sur le processus que je vous ai montré, on est tout à fait resté dans ce qui était planifié. On n'a pas eu de dépassement. On est vraiment resté dans le cahier des charges. Et ce qui nous a permis de dire, Iterop, c'est vraiment la solution qui est adaptée, en tout cas, à notre organisation. Ensuite, en interne, vous devez aussi avoir en fonction de je ne connais pas la structure de votre organisation, mais si vous avez un PMO, c'est un peu différent que nous. Nous, on a dû mettre en place une équipe de projet, donc on a peut-être, pour venir donner des coûts exacts, on a eu tous ces coûts, entre guillemets, de mobilisation du temps des collaborateurs, mais vous voyez, aujourd'hui, en termes de retour, si je parle de retour sur investissement, au niveau des temps de traitement, on est vraiment au-delà de ce que nous, on avait planifié. On avait planifié autour d'une quinzaine de jours de traitement du temps de réclamation. Si on continue sur cette lancée-là et on verra d'ici septembre 2022, on est au-delà des objectifs qui ont été fixés. Donc, en termes de retour sur investissement, pour nous, on est totalement dedans. Pour compléter ta réponse, Louis-Nicolas, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire et justement, il faut que, pour le coup, on en discute peut-être un peu plus avec les différentes personnes qui peuvent avoir ces questions au niveau du coût. C'est toujours difficile de donner un coût comme ça parce que ça va beaucoup dépendre de votre organisation interne, du niveau de maturité sur ce processus que vous pouvez avoir. Comme dit Louis-Nicolas, est-ce que vous avez un PMO ou est-ce que vous n'en avez pas, hein? Donc, si vous avez quelqu'un qui est là pour gérer le projet, forcément, c'est une organisation en moins à mettre en place. Louis-Nicolas, justement, n'avait pas ce type de profil et ils ont réussi en interne
de façon très fluide et très rapide à mettre en place un petit groupe projet qui travaille sur le sujet. Et après, évidemment, nous, ce qu'on a l'habitude de dire, et on est très franc sur ce sujet-là, si vous avez un processus qui tourne dans lequel les différentes parties prenantes ne recherchent jamais d'informations, le processus tourne, il n'y a personne qui s'en plaint, ne le mettez pas sur Iterop, perdez pas de temps, perdez pas d'argent à le digitaliser. Par contre, si on va plutôt s'adresser à des processus sur lesquels justement il y a un souci de coordination, il y a un souci justement d'intervention des différentes parties prenantes au bon moment, s'il y a des temps d'attente qui sont extrêmement longs parce que on a oublié, parce que c'est tombé dans le fond de notre boîte mail, etc. C'est là qu'il va être intéressant de digitaliser et c'est là où vous allez trouver du retour sur investissement et c'est là où finalement, en mettant en place Iterop, vous allez autofinancer le coût de mise en œuvre et puis derrière les licences que vous pouvez prendre parce que justement, vous allez gagner du temps, vous allez soulager vos collaborateurs, vous allez vous décharger d'une partie de la charge de travail parce que vous allez générer automatiquement des documents, parce que vous allez rechercher des informations automatiquement, les connecter au bon endroit, automatiser des relances par mail, ou en tout cas le plus possible. Et donc tout ce temps que Louis-Nicolas et ses équipes ne passent plus à rédiger des mails depuis zéro en repartant d'un même template, en adaptant certains éléments de temps en temps et pas forcément tout le temps, forcément, c'est autant de temps que vous allez gagner. Donc là, ça dépend vraiment de la voilure de votre projet et c'est quelque chose qu'on peut étudier ensemble et n'hésitez pas à nous écrire directement pour qu'on puisse justement échanger avec vous sur ce sujet et vous donner une première idée tant sur le planning que sur le périmètre et le chiffrage projet à compter pour cela. Mais encore une fois, ce que vous a présenté Louis-Nicolas, on a mis en place le premier process en 5 jours de travail pour nous et en tout 8 jours si on compte l'ensemble de toutes les fonctionnalités qui ont été développées. Donc ça vous donne déjà une petite idée de l'enveloppe et puis dans tous les cas, n'hésitez pas à venir nous contacter pour qu'on puisse en discuter plus largement sur votre cas spécifique. Après, en interne, sur l'utilisation du processus, sur la partie, entre guillemets, pour les collaborateurs, sur cette partie-là avec les tâches ou les processus, nous, on a des petits modules de formation en interne lorsqu'on intègre de nouveaux collaborateurs. Actuellement, ça dure une demi-heure, la mini-formation d'utilisation à un nouveau processus. Donc, pas sur la partie conceptualisation, mais vraiment sur la partie intégration de nouveaux collaborateurs. On a intégré beaucoup de responsables d'équipe pour l'analyse des réclamations opérationnelles. Leur formation a duré une demi-heure et on n'a eu jusqu'à présent aucun retour ou besoin de reformer les personnes-là. C'est pour vous dire au niveau de l'utilisation de la tool. On n'a pas obligé de bloquer toute une matinée pour expliquer à un opérationnel comment encoder ou enregistrer les informations. À la fin de la formation, on avait même eu des retours que si tout pouvait être aussi facile, ça serait super. Et l'une des raisons, en effet, c'est l'ergonomie dont tu parles. Et l'autre raison qui, pour nous, est extrêmement importante, et on a tendance à être très insistant sur ce sujet-là, c'est le fait d'intégrer les collaborateurs lors des phases de test et de co-construction pour faire en sorte que la gestion du changement, ce fameux V du changement où au départ on se dit non, c'est pas possible, et puis après, petit à petit, on s'y met. Pour toutes les personnes qui sont impliquées dans le processus, ce soit le plus fluide possible, il faut les impliquer, il faut pouvoir à un moment qu'elles touchent à la solution, qu'elles testent, qu'elles fassent des retours. Et ces retours, cette co-construction est extrêmement utile et extrêmement efficace pour justement derrière aplanir et gagner du temps au moment de la mise en production. Parce que l'idée, c'est aussi ça, c'est pas qu'on déploie une solution et puis que pendant 6 mois, on patouille, on galère à pouvoir l'utiliser et que l'ensemble des collaborateurs puissent l'utiliser. Donc, c'est vraiment profiter de cette intelligence collective autour de ces tests qui petit à petit montent en maturité le processus, qui permet de... Exactement. C'est vraiment, si j'avais un retour à faire au niveau de la réussite de la mise en place, pour toutes vos organisations, pour les personnes qui sont présentes, votre augmentation du niveau de performance sera en fonction, dépendra de l'intérêt ou de l'accent mis sur l'accompagnement du changement au niveau de vos collaborateurs. Et cette courbe, vous l'aurez plus ou moins, ou vous descendrez plus ou moins bas en fonction de l'importance donnée à la constitution d'une équipe projet, à l'incorporation des acteurs du changement, parce qu'à la fin, si votre processus ne correspond pas aux attentes métiers de vos collaborateurs, vous allez dégrader votre performance de façon significative. Alors que si vous embarquez les collaborateurs et que même les nouveaux
quand vous leur expliquez la solution et qu'ils voient que ça correspond à leurs problématiques et à leurs besoins dans le traitement de leurs activités, et ben pas automatiquement, avec l'accompagnement nécessaire, ils vont s'intégrer dans le processus et ça sera d'autant plus un levier pour vous pour tirer la performance au maximum dans la mise en place d'une solution comme Iterop. Je pense qu'on va pouvoir probablement terminer là, étant donné qu'en plus on a un petit peu dépassé du temps. Merci beaucoup, vraiment merci infiniment Louis-Nicolas pour ce temps d'échange et puis ta capacité que tu as eu à simplifier vraiment, à expliquer de façon claire le contexte et la mise en œuvre d'Iterop et puis aussi la confiance que tu nous as portée évidemment et dans cette présentation les données consolidée et réelle que tu as accepté de partager. Cette transparence est extrêmement importante et pour nous et pour les personnes qui ont participé au webinaire. Donc, infiniment merci pour ce temps d'échange et pour les personnes qui sont intéressées, qui ont posé des questions dans le chat ou en tout cas celles qui veulent aller plus loin. N'hésitez pas à nous contacter. Oriane a mis dans le chat justement une adresse à laquelle vous pouvez nous écrire pour qu'on puisse échanger dans les jours qui viennent. Merci à l'ensemble des participants, merci aux équipes d'Iterop et merci également aux équipes de l'Automobile Club de Luxembourg. Comme on le disait, c'est vos équipes qui portent le projet, qui sont les garants du succès de la mise en place avec un accompagnement vraiment solide au niveau d'Iterop. Je tenais aussi à le préciser. Par ailleurs, pour Nicolas, est-il possible d'échanger avec vous en ce qui concerne l'ACL? Oui, je vais mettre dans mon chat mon adresse email. Merci en tout cas. Parfait. Très bonne journée à tous. Immédiatement la page web, puisque vous allez être redirigé vers un questionnaire de satisfaction pour nous donner votre avis sur ce webinaire. Et on vous tient au courant pour la mise en ligne du replay qui s'effectuera, je pense, vendredi ou lundi. Et pour les prochaines dates de webinaire, n'hésitez pas à suivre nos informations sur nos réseaux sociaux ou notre site web. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous.